Hello tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui. Vous l'aurez peut-être remarqué, mais le setup est un peu différent de mes updates lecture habituels. J'ai décidé de faire une vidéo plus chill, de moins me prendre la tête en mode je pose la caméra ici, je mets la lumière là, etc. N'hésitez pas à vous munir d'une petite boisson. On va se poser tranquillement. Le but de cette vidéo aujourd'hui, c'est de papoter lecture ensemble de manière super chill. C'est un genre de vidéo que j'adore regarder où les gens se prennent pas trop la tête à faire des thématiques et tout, c'est juste on est posé, on a une boisson chaude et on écoute quelqu'un parler de lecture. J'adore ça. The Book of Léo, elle le fait souvent. J'adore sa chaîne, j'adore son contenu et je me suis dit je vais essayer de faire ça aussi. Gavroche a son quart d'heure de folie, donc si jamais vous l'entendez s'exciter dans la pièce d'à côté, c'est tout à fait normal. Il est en train de tabasser sa peluche. Tout va bien. Pour la vidéo du jour, je voulais vous parler de mes dernières lectures, mais en vous les proposant de la pire à la meilleure. Quand je dis de la pire à la meilleure, c'est à prendre quand même avec des pincettes, mais je vais vous expliquer tout ça. Ici, j'en ai 4 en physique, mais il y en a que j'ai lu sur ma liseuse et il y en a que j'ai déjà mis en boîte à livres. Je vais vous présenter tout ça. Il y a certains livres qui n'ont pas été traduits, il y en a qui ont été traduits et il y en a qui sont en français d'ores et déjà. Voilà, il y a de tout pour satisfaire tout le monde et n'hésitez pas aussi d'ores et déjà à vous abonner, ça me ferait trop plaisir que vous nous rejoigniez. N'hésitez pas aussi à mettre des likes et des commentaires pour nous dire c'est quoi vos dernières lectures. C'est quoi vos dernières lectures aussi, genre du pire au meilleur. On commence tout de suite avec mes lectures de la moins bonne à la meilleure. À savoir que moi je mets très peu de 1 ou de 2 sur 5. En général, moi c'est soit j'ai abandonné le livre, soit il a 3, 4 ou 5. En général c'est plus souvent du 4 ou 5. En fait si ça me plaît pas assez, en mode je vais mettre 1 ou 2, bah de toute façon je vais l'abandonner. On commence avec le premier livre qui est donc le pire, c'est le 7e puisque je vous présente 7 livres. Il s'agit de Volatile Memory de Seth Haddon. C'est un livre que j'ai pas en ma possession puisque j'ai été le mettre en boîte à livres aussitôt terminé. Je dis terminé, mais pour être tout à fait honnête, je l'ai abandonné. C'est exactement le cas de figure dont je vous parlais. Le livre ne me plaisait plus, je me suis dit ça sert à rien de pousser et j'ai abandonné. Je l'ai quand même lu en diagonale un peu, j'ai lu les derniers chapitres histoire de quand même savoir où on allait. Clairement, j'ai pas été déçue d'abandonner. J'ai lu les derniers chapitres et je me suis dit bon, j'aurais pas poussé de toute façon. Le livre est très court, c'est une novella et donc certains se disent tu peux te forcer à lire 100 pages quand même. Non, moi c'est vraiment abusé. Si ça me plaît pas, ça ne me plaît pas. Il est en anglais, il a pas été traduit, mais comme je vous le présente en étant le pire, franchement, c'est pas très grave. On me l'avait vendu comme étant un livre de science-fiction qui pouvait s'apparenter un peu à Les Oiseaux du Temps de Max Gladstone et Amal El-Mohtar, qui est, si vous me suivez, un de mes livres préférés. Donc je me suis dit, trop génial. Une novella de science-fiction qui s'apparente de près ou de loin aux Oiseaux du Temps, incroyable. L'histoire est assez simple, c'est un livre de science-fiction, donc on est assez loin dans le futur, on est dans un monde où le voyage dans l'espace est possible, etc. Et les gens ont des masques en forme d'animaux sur leur visage. Chaque masque promet des capacités particulières qui correspondent un petit peu aux aptitudes de l'animal en question. Et donc il y a une espèce de hiérarchie qui se crée, c'est-à-dire que les gens qui ont pas trop d'argent, ils vont pouvoir s'acheter seulement des masques de proie type lapin. Certes, ils vont avoir une ouïe très fine, ils vont avoir de grandes aptitudes pour fuir le danger, mais ils sont très mauvais pour attaquer, ils sont très mauvais pour prendre certaines décisions. Ça va avec son lot de désagréments. Et à côté, on a les gens qui ont un masque de vache, par exemple, ils sont extrêmement forts. Les gens qui ont un masque de faucon, c'est des prédateurs, ils sont rapides, ils sont furtifs. Donc le concept me parlait de fou, mais je trouve que il a été dommageablement exploité. J'ai trouvé que l'auteur, il allait pas au bout de son idée, qui était très bonne. Sur une centaine de pages en plus, je pense qu'il y aurait eu moyen de donner un petit peu plus de matière, mais là il y a assez peu. Pareil, l'univers dans lequel on est jeté, finalement on en sait assez peu de choses. C'est ça qui est dommage, j'ai trouvé que c'était pas assez immersif. C'est très genre on suit ce personnage, on est posé là et point. Ça m'a un peu travaillé. Les personnages, j'ai ressenti zéro émotion pour eux. Je sais pas, j'arrivais pas du tout à avoir de l'empathie, de l'attachement pour eux. Notre personnage principal c'est une jeune femme, je sais plus du tout son prénom, et elle est fauchée, ça va pas du tout. Je crois qu'elle est recherchée par la police parce que c'est une femme trans, c'est pas très bien vu. Et elle a hacké le système pour effacer complètement toutes les données qu'il y avait sur elle quand elle était genrée au masculin avec son dead name et tout. Et en fait, le livre entier, c'est juste une fuite. C'est-à-dire qu'elle trouve un nouveau masque et elle fuit. Elle passe son temps à fuir. Je trouve que les livres qui sont juste des livres de fuite, c'est bien quand il y a un peu plus... Je sais pas, franchement, là, j'étais juste en mode je m'en bats les reins. Genre, où tu vas, où tu es, je m'en tamponne. Et le livre est
été comparée aux oiseaux du temps parce que, en fait, le masque qu'elle trouve, normalement, les masques, ils gardent un peu la mémoire de la personne sur qui ils sont. Ils ont des capacités, mais ils ont pas de mémoire à eux, ils ont pas de sentiments à eux. Et en fait, le masque qu'elle trouve, il a encore toute la mémoire de la femme sur qui il était avant, il a encore toute sa personnalité, j'ai l'impression. Elles créent toutes les deux une relation, sauf que c'est un peu une relation impossible puisque, concrètement, l'une des deux est un masque. En soi, il y avait vraiment quelque chose à faire qui était sympa, mais j'ai trouvé que c'était pas organique du tout, pas spontané. On sait pas pourquoi, mais au bout de seulement 2 secondes, elles sont amoureuses. Enfin, franchement, c'était trop. J'y ai pas cru une seule seconde. Tant pis, c'est pas grave. J'ai lu Chain Gang All Stars de... Je suis une catastrophe. Je voulais vérifier avant de tourner la vidéo et j'ai complètement oublié. Je me souviens plus du nom de l'auteur et je me souviens plus de la traduction française. Parce que en français, c'est pas du tout le même titre. C'est genre le dernier combat de Loretta Terroir. Si jamais il vous intéresse, il a été traduit. Il est en 6ème position, mais sachez qu'il est quand même très chouette. En fait, il est en 6ème position parce qu'il y a eu un truc qui fait que j'ai un peu moins accroché. Mais le plot de base est incroyable. C'est pas novateur de fou, mais c'est incroyable. Et je pense que le fait que ce soit pas novateur de fou non plus a fait qu'il a pas grappillé des place de fou dans mon classement. Il faut que j'arrête de dire de fou tout le temps, j'ai quel âge? C'est pas possible. On est dans un futur proche, aux États-Unis, et le système pénitentiaire, il est blindé au possible, donc les politiques ont mis en place un système pour vider un peu les prisons. Alors, je vous le donne en mille, c'est pas une justice restaurative, c'est plutôt un espèce de mélange entre les arènes romaines et les anges de la télé-réalité. Donc, vous pouvez signer, quand vous êtes prisonnier, un contrat pour participer à Chain Gang All Stars, qui est un programme télévisé où il vous faut faire des matchs contre d'autres combattants, et c'est des matchs à mort. Et en fait, vous avez des niveaux. Le premier niveau, c'est genre débutant, ensuite on a genre expert, je me souviens plus les noms de niveaux, mais le dernier niveau, c'est libre. Sauf que c'est super difficile parce que, comme je vous l'ai dit, il n'y a pas qu'un seul match, il y a plusieurs matchs. Le plot est génial, je trouvais ça hyper novateur. Alors après, en ayant parlé de ce livre à Robin, on a trouvé qu'il y avait des films qui en parlaient déjà. Finalement, ça fonctionne sur le principe de Battle Royale, Hunger Games, Running Man, plein de choses qui existent déjà, où il y a des combats à mort et où il y a une télé-réalité derrière. Alors Battle Royale, il n'y a pas de télé-réalité, il me semble, mais Running Man, oui. Principe qui, en soi, existe déjà partout. C'est quand même un concept que j'adore, que je trouve fascinant, ce truc de regarder des gens souffrir pour le plaisir du divertissement, ça me fascine. Ça va faire un lien avec un autre livre dont je vous ai parlé en vlog en plus, donc je vous mettrai le vlog en temps et en heure juste ici si je le retrouve. Par contre, on suit plusieurs personnages et c'est là pour moi que ça devenait un peu compliqué. On suit des gens qui sont en train de combattre dans le Chain Gang All Stars, donc on en suit plusieurs. On suit des gens qui sont en dehors de ça, des gens qui sont pour, des gens qui sont contre. Donc ça, par contre, c'est intéressant parce que on a une espèce de vue d'ensemble. Mais au bout d'un moment, jusqu'à la dernière page, là, on avait des personnages nouveaux. J'avoue que j'avais un peu du mal à suivre sur la fin. C'était un petit peu dommage de constamment nous abreuver de nouvelles informations. Je trouve qu'en plus, c'était pas très bien écrit dans les, comment dire, les débuts de chapitres. Donc parfois, j'étais en mode, je ne sais pas qui est en train de me parler, je ne sais pas qui est en train de me raconter quelque chose. Je dois deviner. Ensuite, je trouve que le livre, il est super long. En fait, au bout d'un moment, on a compris ce qui allait se passer, on a compris où l'auteur voulait en venir, et il a plein de choses à raconter. Et c'est trop génial parce que, en fait, sous couvert de ça, ce que je trouvais quand même un petit peu intéressant, malgré le fait que le concept soit pas novateur de fou, c'est qu'il se permettait de parler de plein de choses. De violences policières, de la justice, des conditions en prison, de pourquoi certaines personnes se retrouvent en prison et ne devraient pas y être. Genre, quand t'as tué ton agresseur, t'es pas non plus là parce que t'es méchant, genre, tu t'es défendu. De pourquoi il y a certaines personnes qui se retrouvent à faire des choses terribles comme ça. Il y a des gens qui y étaient pour de la drogue ou quoi, donc pourquoi est-ce qu'on se retrouve dans ces choses-là? Qu'est-ce que ça dit du système dans lequel on vit? Donc ça, je trouvais que c'était super intéressant quand même. Comment ça se passe aussi de vivre après la prison? On pourra demander à Sarkozy, hein, je pense qu'après ces 21 jours, il aura beaucoup de choses à dire sur la prison et le système carcéral et comment il est traumatisé. Même si en soi je ne crois pas au système pénitentiaire, je ne pense pas que ce soit une solution viable. C'est un autre sujet. Au bout d'un moment, même s'il raconte plein de choses très intéressantes, on a compris où il voulait en venir. Peut-être qu'il aurait fallu concentrer l'histoire différemment, je sais pas, mais en tout cas au bout d'un moment ça fait trop, je trouve. J'ai l'impression que l'espèce d'élément déclencheur, il se perd un peu dans tout ça. En plus, au bout d'un moment, il y a beaucoup de descriptions de combats. Je trouve qu'il y a des scènes qui sont mais d'un glauque, d'un gore quand même assez édifiant, puisque on nous décrit mais les scènes de combat d'une violence extrême. En soi, je comprends, et c'est important aussi de choquer aussi, et je
trouvais que ça c'était bien fait parce que ça permettait de montrer ce que le système permettait en se disant oui mais c'est des criminels donc c'est pas de la violence. Ça montrait aussi comment les gens qui regardent ça pour du divertissement sont complètement allumés du cerveau de regarder une violence pareille en se disant c'est du sport, puisque c'est ça le truc, c'est que pour eux c'est du sport. Donc je trouvais que c'était intéressant, mais au bout d'un moment, genre 200 pages de combat comme ça à n'en plus finir, c'était un petit peu longuet. C'est pour ça que le livre il est classé si bas pour moi, c'est qu'à un moment donné il y avait trop de longueur, je m'ennuyais un peu. J'avais vu où ça allait, j'avais compris un peu les trucs genre plot twist de malade, je les avais vus venir. Il manquait l'élément de surprise, il manquait l'attache qui fait qu'on a envie de continuer à lire et tout. Mais j'en garde quand même un souvenir vraiment cool parce que le plot est super intéressant. Il y a plein de choses vraiment poignantes qui sont racontées, percutantes, des histoires incroyables. Et ça se passe dans un futur proche, mais malheureusement, c'est quand même très 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 actuel. Et ce qui était intéressant aussi dans le livre, c'est que l'auteur en profite pour glisser quand même pas mal de choses réelles sur justement le système carcéral. Combien il y a de pourcentage d'hommes ou de femmes en prison, combien il y a de pourcentage de personnes racisées en prison. Si jamais vous avez envie de le lire, il a été traduit en plus, donc trop génial. Mais sachez que parfois ça prend un peu son temps. Le livre suivant, c'est Hungerstone de Kat Dune, que j'ai acheté à Londres. Je vous avais présenté mes livres dans un book haul, si jamais vous l'avez pas vu, n'hésitez pas. Concernant ce livre, on est dans une ambiance totalement différente, on change de pays et on change d'époque puisqu'on est en 1888 en Angleterre. C'est une réécriture vampirique. Alors moi j'en avais entendu parler comme étant une réécriture de Carmilla, mais en plus lesbien, m'avait-on dit. Mais je trouve qu'en fait c'est pas juste Carmilla, c'est vraiment, comment dire, un hommage aux récits vampiriques qui ont pu exister. À la fin du livre, l'autrice, elle elle parle de toutes ses inspirations et il y a bien plus que juste Carmilla. Donc si jamais vous aimez la littérature vampirique, ça peut vraiment vous plaire. Après, je m'attendais à ce que ce soit plus horreur. C'était pas du tout horreur, c'était très ambiance. Il est en anglais, il a pas été traduit, je suis navrée, je l'ai trouvé quand même assez simple à lire. On suit Lénore qui est une femme, je crois qu'elle a 30 ans, quelque chose comme ça, et elle vit avec son mari, ils sont mariés depuis quelques années maintenant. Leurs relations sont, ma foi, tout ce qu'il y a de plus diplomate, et c'est tout. Ils ne dorment plus dans le même lit, ils n'ont plus de relations depuis un moment. Elle n'a pas réussi à tomber enceinte, et donc une fois qu'ils s'en sont rendus compte, ils ont plus ou moins tout simplement essayé d'arrêter. Le mec, il est très dans le m'as-tu vu, j'ai envie de montrer ma place dans la société, etc. Et donc un jour il achète un domaine en plein milieu de la campagne et il dit à sa femme bon bah voilà, t'as 2 semaines pour m'organiser une petite réçoit pour que j'invite tous les potos et que je montre que j'ai de la thune, que j'ai acheté mon bien et tout et tout. Elle dit ok, 2 semaines c'est quand même pas énorme mais let's go, je vais le faire pour te faire plaisir. En arrivant, ils sont témoins d'un accident de fiacre juste devant eux et la jeune fille qui en sort est seule, elle s'appelle Carmilla. Ils décident pendant sa convalescence de lui laisser une chambre dans leur nouveau manoir. Lénore, notre personnage principal, s'occupe de Carmilla. Sauf que Carmilla, elle est un peu chelou. Parfois, elle hante les couloirs la nuit et elle commence à obséder notre personnage principal. Je pense que j'en dirai pas plus à ce stade-là du résumé, mais c'est un livre que j'ai trouvé quand même vachement sympa parce que il est très ambiance. À lire en automne, c'est parfait. On sentait le vent dans les cheveux, on sentait le froid dans les couloirs, on avait l'impression de voir la grisaille, de voir la pluie tomber à travers la fenêtre. C'était vraiment trop chouette là-dessus. Le personnage principal, elle est un tout petit peu relou parce que elle est un peu mollassonne, mais c'est tout le principe en fait, c'est qu'elle se réveille. Genre, on a envie qu'elle se réveille, on a envie qu'elle se secoue. Carmilla va l'aider à se secouer, si vous voyez ce que je veux dire. Genre, ça va un petit peu la faire chavirer sur ses appuis, on va dire. J'ai trouvé que c'était un livre vachement intéressant sur les thématiques d'acceptation de soi, de réappropriation de sa vie, de reprise de contrôle sur soi. C'est un livre que j'ai trouvé assez puissant. Il y a une phrase qui m'a trop plu. Alors je vous fais une traduction vraiment maintenant à l'arrache. En gros, il venait de lui arriver une petite dinguerie au personnage principal. Elle racontait, c'était quand elle était plus jeune, il y a un homme qui l'avait embêtée. Basiquement du harcèlement de rue, merci les hommes. Quand elle revient, elle le raconte pas à la personne avec qui elle vit et plus tard elle le raconte pas à son mari et elle nous dit il y avait rien à en dire. Et après elle dit est-ce qu'il n'y avait rien à dire ou est-ce qu'il n'y avait personne pour écouter? Oh mais ça m'a détruit parce que c'est un sentiment hyper triste de se rendre compte que c'est pas que t'as rien à dire, c'est que t'as personne à qui le dire. C'était vraiment beau, c'était vraiment bien écrit, j'ai vraiment bien aimé cette phrase-là et j'ai trouvé qu'il y avait plein de réflexions très intéressantes. C'est une lecture que je conseille quand même, c'est le 5e sur cette liste, on n'est pas trop mal. Je lui ai mis 4 sur 5 parce que j'ai adoré l'ambiance, j'ai beaucoup aimé l'évolution des personnages, parfois il y avait des choses qui m'ont un peu surprise, mais je pense qu'il y a un tout petit truc qui a fait que c'était pas un 5 étoiles, je sais pas quoi, mais il y a un petit truc qui me manquait, mais j'ai quand même bien aimé.
On arrive au 4e livre. Alors, je les ai tous lus en anglais, je me rends compte. Mais il y en a qui sont en français, il y en a que j'ai acheté en français et que, en fait, j'ai lu sur liseuse en anglais parce que j'essaye de lire plus en anglais. Là, en ayant la liste devant les yeux, je me rends compte que j'ai beaucoup lu en anglais ces derniers temps, je suis très contente. Mais celui que je vous présente, vous pourrez le trouver en français et je pense que vous l'avez vu passer. Il s'agit de Tenir une auberge magique, guide de survie pour sorcières de Sangu Mandana. Trop mignon, vraiment il est adorable. Je lui ai mis également un 4 étoiles. Moi je vous ai dit, il n'y a pas de 1, 2 ou 3 étoiles, chez moi c'est super rare les 3 étoiles. Ce livre-ci, ça parle de quoi? Basiquement c'est de la fantasy, c'est très cosy, il y a une petite romance et on suit une jeune sorcière qui a perdu ses pouvoirs il y a quelques années puisqu'elle a ressuscité sa tante et en ressuscitant sa tante, elle a genre utilisé toute sa magie ou je sais pas quoi et depuis elle a perdu la plupart de ce qu'elle avait et elle essaye de retrouver ses pouvoirs depuis. Sa tante est toujours là, des années après quand on la suit. La jeune femme principale, elle doit avoir une petite trentaine d'années à ce moment-là et elle est entourée d'un petit poulet zombie qu'elle a malheureusement ressuscité en même temps, d'une sorcière réincarnée en renard qui a mauvais caractère, de sa vieille tante toute croulante mais vivante et un jour débarque dans son auberge magique un historien de la magie qui travaille pour l'école, l'académie dont elle s'est fait renvoyer. Au début, c'est pas le grand amour, mais ils apprennent à se connaître. C'est vraiment super cosy. L'ambiance est hyper douce. On a pas mal de moments conviviaux autour de nourriture, autour de boissons chaudes, autour même d'activités. Il y a des moments où ils sont tous dans le salon en train de faire leurs petites activités chacun de leur côté. C'est hyper doux. L'histoire d'amour, elle est super choupinette. Je crois qu'il y a un peu de spice. Non mais je suis vraiment trop nulle moi pour ça à chaque fois. Je me souviens jamais s'il y avait beaucoup ou pas beaucoup de spice. Je sais qu'il y a des gens qui détestent lire des livres où il y a du smut. Je suis trop nulle pour recommander et dire là il y en avait, là il y en avait pas. Parce que des fois j'oublie. Je trouve que Sangu Mandana, elle les écrit trop bien les love interest parce que chaque fois ils me font crusher de fou. C'est pas non plus des dark Sasuke en mode oh là là je suis tellement triste, j'ai tellement de souffrance en moi, tu ne peux pas me comprendre. Non là c'est sain, je trouve, tout est très sain. Et même quand il y a du drama, parce qu'il y a quand même un peu des choses qui sont en jeu dans le livre, je sais pas, c'est pas stressant. Hyper cosy, hyper doudou, j'en ai pas davantage à dire de ce livre. J'en attendais pas davantage, ce qui fait que bah il est quand même vachement bien classé dans mes lectures de l'année. Je l'attendais avec impatience. Je suis très contente, vraiment hyper chouette, hyper choupi, donc je le recommande. Je crois qu'on arrive sur les 3 derniers. Le 3e du classement, il a 5 étoiles. Attention, je classe mes livres de manière bizarre. Je vous ai dit, je mets pas de 1, 2, 3 étoiles. 3 c'est très rare. En revanche, je mets 4, 5 et coup de cœur. Genre 5 étoiles, c'est que le livre m'a beaucoup plu, mais c'est pas forcément un coup de cœur. Il s'agit de Vers ma fin de Sophie Waite, qui est sorti il y a très peu de temps. Un livre d'horreur. Et franchement, ces derniers temps, c'est rare que le livre d'horreur me dégoûte ou quoi. C'est quand même assez rare. Celui-ci, il m'a fait faire des cauchemars, mais pas possible. Mais si vous cherchez une lecture pour l'automne, pour les jours de pluie, pour le froid qui arrive, qui va vous tenir en haleine, c'est quand même une excellente lecture. On est sur une île au large de l'Irlande. Il y a très peu de gens qui vivent sur cette île et les insulaires sont très reclus. Ils ont pas beaucoup de contact avec le continent. Notre personnage principal, qui est notre narratrice, elle nous raconte sa vie sur cette île-ci. Elle a 19 ans, mais elle a un point de vue qui est quand même très ingénu sur le monde, sur les choses, parce qu'elle a vécu vraiment en reclusion toute sa vie. Il y a plein de choses qu'elle ignore ou qu'elle devine d'une certaine manière. Elle vit avec sa grand-mère et avec sa mère qu'elle appelle la chose du lit, puisque sa mère vit dans son lit constamment, dans un état végétatif, quasi impotent. Sa grand-mère et la jeune fille doivent s'occuper d'elle constamment. Du matin au soir, l'habiller, la laver, l'emmener aux toilettes. Et c'est à un stade où notre personnage principal, elle a connu que ça toute sa vie. Elle en est à un stade de haine envers sa mère. Elle la déteste, sa mère la dégoûte. Et d'ailleurs, le personnage est décrit de manière quand même assez dégoûtante, que ce soit dans les tâches de soins quotidiennes, mais aussi physiquement. Il y a des choses qui montrent que quelque chose ne va pas. Mais il y a quelque chose de quand même assez étrange avec cette chose du lit qui n'est pas simplement de l'ordre de l'état maladif. Et on se dit d'où vient cet état maladif. Notre personnage principal, pareil, se dit qu'est-ce qui a causé ça à la chose du lit? Est-ce que ça va m'arriver un jour? Pourquoi on doit s'occuper constamment d'elle? Qui lui a fait ça? Et cette jeune fille, tout le monde la déteste dans l'île sur l'île. Plus qu'ils la détestent, c'est ils ont l'impression qu'elle porte malheur. Ils sont méchants avec elle, ils lui parlent mal, ils lui font des violences, c'est vraiment difficile. Elle vit dans cet
état constamment. Un jour, il y a une jeune artiste qui débarque du continent avec son jeune bébé et qui va créer du lien avec cette jeune fille-là. Ce qui va lui permettre de s'ouvrir un petit peu. Sauf que là, elle va partir en vrille totale, notre narratrice. Elle va avoir comportement bizarre sur comportement bizarre. À la fois, on arrive à comprendre, étant donné son background, et que en même temps, on trouve répugnant. Je trouve que le livre était super chouette parce que l'ambiance, elle était vraiment hyper... C'était pas effrayant, mais c'était juste assez pour mettre une ambiance effrayante. Sans que ça fasse peur, ça nous mettait dans un état un petit peu de... Oula. Il y avait aussi pas mal de questions qui étaient en attente et ça donnait envie de continuer à lire. Le personnage principal, j'adore les personnages principaux qui font de la merde comme ça, genre. Je trouvais que le livre était bien écrit aussi, donc très agréable à lire. Et il y avait plein de questions super intéressantes sur la parentalité, sur le rôle de parent, le désir d'être parent. Je le dis souvent, mais moi j'aime bien l'horreur quand l'horreur sert un point, quand l'horreur vient parler de quelque chose, parler d'un sujet de manière sociale ou politique. C'est pas juste du glauque pour du glauque, c'est pas juste regardez c'est dégueu, haha ça fait peur. Il y a quelque chose derrière, il y a une réflexion. Moi j'adore quand l'horreur fait ça, quand l'horreur sert ce point-là. Je n'en dis pas davantage sur ce livre parce que je pense vraiment qu'il faut se lancer sans en savoir trop. C'est de l'horreur qui est très corporelle et très psychologique aussi je trouve. Il y a une espèce de mélancolie et de tristesse qui s'en dégage qui est folle. Alors je sais que la période un petit peu vraiment au cœur de l'automne, spooky, Halloween et tout, elle est passée et qu'il y a déjà des gens qui sont passés en mode lecture hiver, lecture Noël, ce genre de trucs. Moi j'ai décidé que j'allais essayer de profiter un maximum de l'automne, un maximum de mes lectures horreur, automne, pluie, etc. et que je passerai aux lectures plus hivernales après. Le deuxième livre de ce classement, ça s'appelle Favorite Daughter de Morgan Dick. C'est un livre en anglais mais il va être traduit en février, le 26 février si je dis pas de bêtises. Le titre ce sera Sa fille préférée. C'est un livre que j'avais sélectionné parce que ça parle de daddy issue et de relations aux parents, de relations aux frères et sœurs. C'est des sujets qui m'intéressent tout particulièrement. Je savais en le mettant dans ma wishlist que le livre allait potentiellement me faire du mal, donc je me suis dit il faudra que je le lise à un moment où je suis prête à le lire. Et en fait, le mois d'octobre, c'était un mois qui m'a de toute façon dit nope. Tu seras pas contente ce mois-ci, c'est pas un bon mois pour toi. Et donc j'ai sélectionné ce livre et ça m'a fait du bien en fait. Je sais pas si vous voyez ce sentiment où des fois il y a quelque chose qui vous travaille, creuser dans ce truc-là, ça aide à que ça aille mieux. On suit un double point de vue. On a Mickey et Arlo. Mickey, c'est une femme de 33 ans si je dis pas de bêtises, travaille en maternelle et elle a des petits problèmes avec l'alcool et basiquement sa vie c'est pas trop la joie quoi. Elle se sent pas très bien, elle a peu d'amis, peu de relations sociales, elle parle plus à ses deux parents, elle se sent isolée mais en même temps elle a beaucoup de mal à aller vers les autres, à faire confiance aux autres et dès que l'histoire commence, elle apprend que son père est décédé et elle l'apprend dans le journal puisqu'elle a plus de contact avec ses parents. Quelques heures après avoir appris ça, il y a un avocat qui vient la voir et qui dit votre père il vous lègue une somme astronomique à une seule condition, que vous fassiez plusieurs séances de psy chez cette professionnelle. Au début elle veut pas trop, elle se dit je m'en fous un peu de la thune, je veux plus rien avoir à faire avec mon père, il a pas à me dicter ce que je dois faire. Elle se retrouve finalement à devoir y aller puisqu'elle perd son travail. Là vraiment elle touche le fond, ça va vraiment plus. Qui est cette psy? Cette psy c'est Arlo et Arlo c'est la deuxième fille de son père qu'il a eu lors de son second mariage puisqu'il a abandonné Mickey et la mère de Mickey quand Mickey avait 7 ans et ensuite il a fondé une famille quasi instante et il est resté avec. Donc on a deux sœurs qui ne se connaissent pas et qui ne se reconnaissent pas et qui ont une image de leur père complètement différente. Et Arlo, elle est dévastée, elle a perdu son héros, elle a perdu l'homme de sa vie, celui pour qui elle faisait tout et celui dont elle a pris soin jusqu'à la fin de sa vie. Et elle se retrouve, elle, avec zéro, rien, pas un copec. J'ai trouvé que c'était un livre trop génial, mais je mets des pincettes parce que je pense qu'il m'a beaucoup plu aussi parce que le sujet m'a beaucoup touchée. Donc ça se trouve, ça va pas toucher quelqu'un d'autre qui a pas le même ressenti. Est-ce que si j'avais pas le vécu que j'aurais aimé autant ce livre? Qu'est-ce que j'en aurais pensé? Là-dessus, je vous en parle, mais après vous êtes maître de votre destin sur est-ce que vous le lisez ou pas. Moi je l'ai adoré, ça veut pas dire que tout le monde va l'adorer. Il a probablement des faiblesses, mais ce livre m'a dévastée. J'ai adoré le personnage de Mickey parce que c'est la plus grande de la fratrie, c'est celle qui s'est fait abandonner, c'est celle qui se sent abandonnée. C'était intéressant aussi la manière dont ses problèmes avec l'alcool étaient traités. Sachant que j'en ai pas et que j'ai pas connu de manière proche des gens qui ont vécu ça, je sais pas si c'était bien fait ou pas, mais moi j'ai trouvé que c'était bien fait.
fait avec le peu de connaissances que j'ai. Et ce qui était super intéressant aussi, c'est que l'image du père, elle est pas la même pour les deux. À force d'évoluer dans le livre, leur image à toutes les deux, elle va changer un peu. Et c'est pas tout noir ou tout blanc. Enfin, j'ai trouvé que c'était une réflexion très 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 intéressante. Vraiment, ça m'a trop plu pour les questions de paternité, de parentalité, de qu'est-ce qui fait qu'un type peut abandonner sa première famille et en créer une deuxième. Pourquoi est-ce qu'il donne tout son argent à une et qu'il donne rien à l'autre? Pourquoi est-ce qu'il a fait le move complètement fucked up de dire à la première d'aller chez la deuxième en psy? D'où viennent aussi certains de nos comportements, la peur de l'abandon, le fait d'être un people pleaser. Ce livre m'a giga plu. Si vous avez d'autres livres à me conseiller qui parlent de daddy issue, please, j'en ai besoin. Si certains n'aiment pas trop les personnages chaotiques, je vous déconseille de vous tourner vers ce livre. Je sais que moi ça dépend vraiment. Des fois il y a des personnages chaotiques, je vais détester. Et je pense que là, Mickey, j'ai bien aimé parce qu'il y avait des thématiques qui me parlaient profondément. Ma lecture préférée du mois d'octobre. Et maintenant on enchaîne avec le premier livre de cette liste, le meilleur de ce que j'ai lu ces 3 derniers mois. Je vous en ai parlé en vlog déjà. Vous avez déjà vu passer le livre, je pense. Il s'agit de The Compound de Aileen Grohl. Je suis vraiment désolée, il n'a pas été traduit. Mais je trouve qu'il est pas trop compliqué à lire puisque c'est un vocabulaire de la vie de tous les jours. C'est quand même des mots assez utiles qu'on a au quotidien et qu'on retrouve dans le livre. Je vous en avais parlé en vlog, donc si jamais vous pouvez aller voir le vlog. C'est un livre de science-fiction / horreur. L'horreur, elle est très crescendo, mais c'est pas le livre le plus gore ou quoi. Avec ce livre-ci, on est vraiment sur quelque chose de dégueu, vous voyez. Alors que là, c'est beaucoup plus psychologique, j'ai l'impression. C'est une télé-réalité où on suit 10 garçons et 10 filles qui sont dans un grand domaine, dans une résidence. Ils doivent y rester le plus longtemps possible. Il y a une série de défis. Et ça me fascine. J'adore les trucs qui parlent de télé-réalité un peu en mode horrifique ou en mode science-fiction parce que je trouve que ça vient jouer avec, c'est ce que je vous disais pour Chain Gang All Stars, ce qu'on est prêt à regarder en tant que spectateur sous couvert de divertissement. Ça fait penser au cas qu'il y a eu sur un streamer il y a pas longtemps, on en avait parlé dans les commentaires au moment où j'avais parlé de ce livre-ci en vlog. Sans aller dans de tels extrêmes, ça fait aussi penser à certains programmes télé ou à certains programmes YouTube qui vont parfois un peu loin pour faire des vues. En soi, je comprends, bien sûr, faire des vues, ça semble important, surtout quand c'est ton métier, que t'as des salariés derrière et tout, je comprends. Mais des fois, les gens poussent leur corps ou leur esprit dans des situations où moi, ça me mettrait giga mal. J'ai du mal à regarder certains programmes et je me dis, mais comment ça, les gens se mettent dans ces situations-là? Parfois, c'est tellement petit à petit qu'on se rend pas compte qu'on dépasse des limites physiques ou qu'on dépasse des limites psychologiques. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, c'est moi qui suis trop sensible ou quoi. Mais des fois, je regarde des vidéos YouTube avec Robin et je dis, mais là, on est à 2 doigts d'être dans Squid Game. Et bien sûr, j'exagère. Et Robin me regarde en mode, t'exagères. Finalement, je trouve que oui, il y a quelque chose d'assez dérangeant parfois dans certaines vidéos, dans certains concepts qui sont mis en place par des youtubeurs ou par des chaînes ou par des groupes télévisuels pour faire des vues, pour à la fin de la vidéo vous gagner tel prix ou quoi. Et je sais pas, moi ça me met mal à l'aise. Les choses qui en parlent, ça m'intéresse de comprendre ce que les spectateurs sont prêts à regarder, ce que les gens sont prêts à faire et pourquoi sont-ils prêts à le faire, pour quelle somme d'argent, pour quel bien, dans quelle société, ce que ça dit, je sais que je dis tout le temps ça, hein, mais ce que ça dit de notre société. Je suis prêt à me mettre dans des conditions terribles, dangereuses, devant des spectateurs, je suis prêt à m'humilier, je suis prêt à me mettre en danger pour recevoir des cadeaux parce qu'on vit dans un monde où j'arrive pas à boucler les fins de mois. J'ai trouvé que ce livre en parlait trop bien, enfin vraiment il m'a trop plu ce livre, il m'a tenu en haleine, je pouvais pas le lâcher, j'étais là, il était 1h du mat, il fallait absolument que je continue à lire. Il y a plein de questions hyper intéressantes qui sont posées. Je trouve que ça parlait aussi un petit peu d'hétéronormativité, alors vraiment très peu, mais c'était intéressant aussi ces questionnements-là, parce que du coup le plot de cette télé-réalité c'est 10 mecs et 10 meufs. Au début de l'aventure, il faut forcément que tu sois avec quelqu'un du sexe opposé dans ton lit quand tu te réveilles pour être encore dans l'émission le lendemain. Sauf que en plus de ça, il y a des défis quotidiens, etc. Si tu rates un défi, tu peux te faire virer. Si des fois il y a des votes, tu peux te faire virer, etc. Et donc des fois, ils sont pas un nombre égal de meufs et de mecs. C'est très hétéronormatif tu dois te retrouver avec un partenaire du genre opposé. Ça parle un petit peu du contexte socio-économico-politique et écologique parce que en dehors de cette résidence, de ce domaine, alors ils parlent très peu de leur vie en dehors. Et c'était super intéressant ça, ce truc d'avoir l'impression d'être vraiment dans une bulle. Mais il y a un moment où le personnage principal, elle en parle et on se rend compte de ce que c'est la vie dehors. C'est catastrophique, c'est un peu le futur.
et c'est genre un futur qui donne vraiment pas envie, mais en soi, c'est notre vie. Ça pourrait, c'est ce que je disais en vlog, ça pourrait très bien se passer dans 5 ans. Et donc le livre m'a bluffé, j'ai adoré. Je pense que ça fera partie de mes meilleures lectures de l'année. Je suis trop contente de l'avoir lu, je m'attendais à rien du tout. Et le personnage principal, elle est, mais rien n'est tout blanc ou tout noir, mais elle, c'est pas un personnage qu'on a envie de suivre de gaieté de cœur. Elle est pas forcément toujours bien intentionnée, mais je trouve qu'on la comprend et elle est intéressante à suivre. J'en dis pas plus. C'est donc tout pour mes 7 dernières lectures de ces 3 derniers mois. J'espère que ça vous a plu, cette manière de faire un update lecture un peu plus chill. J'espère que c'était pas trop long aussi. J'ai vraiment essayé d'aller à l'essentiel quand je vous parlais des livres. N'hésitez pas en commentaire à me parler de vos dernières lectures à vous. J'espère que vous avez passé un bon moment et que vous passez un bon week-end. Je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos.